Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial qui n'est autre que ma gourde de 2 litres, qui m'accompagne tous les jours maintenant depuis des années, puisque je le rappelle, au-delà de manger bouger, il est important de boire plusieurs litres d'eau par jour. Si tu n'avais pas l'information, maintenant tu l'as. Euh, voilà, on a une mission, on est très RSE chez Salarié Provisoire, on est dans l'écologie, on est dans le respect de la planète, le respect du corps humain. Pas du tout, j'arrête de dire des conneries et je te parle du sujet le plus important, qui est en soi le fameux bouche à oreille. Je fais pas mal de networking, comme tu le sais, je rencontre pas mal d'entrepreneurs un petit peu tout le temps, comme tu le sais également, et ça c'est quelque chose que je remarque, quelque chose qui est très commun, des gens qui lancent des business, qui peuvent fonctionner plusieurs mois, voire dans les cas les plus extrêmes, on va qualifier ça comme ça, plusieurs années, seulement en bouche à oreille. Le problème du bouche à oreille, c'est que, comme l'indique le nom de ce podcast, ce n'est pas une stratégie. Ça peut sembler être une bonne idée, mais à mon sens, c'est plus une fausse bonne idée. Alors, je vais découper bien sûr mon explication, je vais éviter de tout te dire en même temps. Pourquoi de base, on va déjà vers le bouche à oreille? On va commencer par là. Pourquoi il y a ce réflexe automatique? On va vers le bouche à oreille puisque quand on ne sait pas faire quelque chose, ou quand on ne sait pas que des méthodes existent, on va au plus simple. Ce qui est d'ailleurs une très bonne chose. Tu vois, donc c'est pas que mauvais, le bouche à oreille. Voilà, tu lances ton business, les premiers clients que tu vas trouver, mais c'est vrai que je peux également le conseiller dans le cadre de mes accompagnements avec des gens qui démarrent, c'est tes premiers clients seront les gens qui t'entourent. En général, ça part de là, c'est soit dans ton premier cercle, donc des gens que tu connais déjà, soit, on va dire, dans le premier cercle de ton premier cercle. Admettons, et si tu as un petit peu plus de chance, ça peut être également dans le second cercle, dans ton second cercle, ou dans le second cercle de ton premier cercle. Ça fait quand même pas mal de personnes dispo. Donc, tu as tes premières facturations qui arrivent, tu feras tes premières prestations, c'est super. Bon, tu vends, je sais pas, si tu vends des maisons, tu vends tes premières maisons comme ça. Si tu vends de la prestat de service, tu vends tes premières prestats de service comme ça. Souvent, on le voit avec des gens qui vendent des sites, par exemple. On dit, ouais, j'ai vendu un site à ma tante, j'ai vendu un site à la pote de ma mère, j'ai vendu un site au pote de pote, au père du pote, etc. Tu vends un site dans ton périmètre. C'est également ce que j'ai fait, parce que quand j'ai démarré le business, en tout cas de prestation, pas le business tout court, mais vraiment de prestation, j'ai vendu pour la première fois à mon auto-école, en tout cas quand j'ai vendu un site à l'époque. Donc en soi, je ne peux pas dire que c'est une méga mauvaise stratégie au début. Pour un starter, pour démarrer, c'est bien. Mais comme un petit peu toutes les choses dans la vie, ça comporte des défauts. On va les voir au fur et à mesure de cet épisode. Donc, tu fais tes premiers closings, tes premières ventes comme ça, et c'est super, et bravo à toi, et c'est top. Et parfois, j'accompagne des gens qui fonctionnent depuis 1 an et demi comme ça, et la problématique sous-jacente, en fait, qui consiste à ne facturer que des gens que tu connais ou des gens que connaissent les gens que tu as facturés, c'est que tu ne peux rien prévoir. Alors que le propre du business, pour le coup, c'est d'essayer de voir un petit peu l'avenir et de pouvoir prévoir. Puisque quand tu as un business, si tu ne le sais pas, tu es dans un genre d'instabilité si tu n'as pas de méthode, et cette instabilité est très désagréable. Elle est très désagréable puisque, en tant qu'humain, pour le coup, français, on ne nous a pas éduqués à supporter ce genre de choses-là. C'est-à-dire qu'on nous a toujours dit, tu trouves un travail, t'es payé tous les mois, ça tombe en régulier, c'est super. Voilà, t'as signé ton contrat, ton CDI, c'est ton objectif de vie, tu l'as, bravo, tu vas gagner 2000, 3000, 4000 euros par mois systématiquement. Voilà, le premier du mois, t'es payé, point. Il n'y a pas de retard de paiement, on n'est pas au Gabon, tu vois, donc c'est ok. Voilà. Compte bancaire, ça arrive, let's go, et c'est parfait. On a ce truc en tête. Et même en tant qu'entrepreneur, parfois tu peux te surprendre à réfléchir comme ça, à dire, putain, j'ai pas été payé ce mois-ci, c'est embêtant, qu'est-ce qui se passe? Ça te met dans une insécurité. Pour le coup, si tu as un business, ça ne devrait pas te mettre dans une insécurité, puisque ta rémunération, et ton comptable te le rappellera, est annuelle. Tu peux te payer 0,0000 pendant 11 mois, et le 12e mois, te verser 30 000 euros si tu veux. Tu es imposé de la même manière que si tu t'étais payé progressivement 30 000 euros sur l'année. Quand tu fais ça, ok, que tu ne comptes que sur tes relations, comment est-ce que tu peux prévoir le nombre de personnes que tu vas rencontrer
le mois prochain. Comment est-ce que tu peux prévoir le nombre de prospects potentiels dans tes relations que tu vas trouver le mois prochain? Tu ne peux absolument pas. Et ça va à l'encontre d'une stratégie business pérenne. Il faut de la prédictibilité. C'est obligatoire. C'est obligatoire pour ton mental, c'est obligatoire pour ton business. Tu dois savoir où tu vas. Ce qui m'amène sur une autre notion qui dit que le résultat ne valide pas forcément la méthode. Si je te dis ça et que tu as envie de me répondre non mais moi ça marche, moi je te réponds que c'est pas parce que ça marche que c'est la bonne méthode. Je peux faire du commerce illégal de quelque chose, j'en sais rien, on s'en fout, de casquettes, allez pourquoi pas, que ça fonctionne, que ça rapporte de l'argent, mais est-ce pour autant un bon business? Pas forcément. Est-ce que c'est vraiment éthique? Est-ce que je me mets pas en danger en fait? Qu'est-ce que je risque exactement? Combien de temps ça va durer? Tu vois, cette question de prédictibilité revient quasiment naturellement. Pour toi, c'est pareil. Que tu vendes de la prestation de service ou autre, tu dois absolument avoir une méthode pour attirer des prospects. Des prospects, il y en a partout. C'est pas quelque chose d'inédit, c'est pas quelque chose, une race, une espèce particulière qui ne vit que dans ton entourage, c'est une espèce qui vit sur Terre de manière globale. Les gens ont des problématiques, à partir du moment où tu arrives à apporter une solution à ces problématiques, tu peux intéresser de nouveaux prospects qui ne te connaissaient pas avant, et donc pouvoir obtenir de nouveaux clients. Et donc pouvoir les convertir petit à petit, les réchauffer, jusqu'à ce que vous puissiez travailler ensemble. C'est un travail de séquençage, normalement. Quand tout va bien, et que tu as une stratégie qui est complète et en place, admettons que tu sois en appel, en train de proposer ta prestation à un client, à un prospect, excuse-moi. Je rappelle la différence entre prospect et client. Un prospect, c'est quelqu'un qui sait que ton offre existe, mais qui n'est pas encore affilié à toi, c'est-à-dire que vous ne bossez pas encore ensemble, et un client, c'est quelqu'un qui te paye ou qui t'a déjà payé. Voilà, c'est ça la petite différence entre les deux. Normalement, donc, quand tout est bien séquencé, quand tout est en place, la version finale de ton business, tu es en train de faire, admettons, un appel de vente, toi ou un de tes vendeurs. Pendant ce temps, en automatique, il y a des prospects qui sont intéressés également par ton offre et qui sont réchauffés automatiquement au travers des différentes stratégies que tu as pu mettre en place. Ils peuvent recevoir des mails qui parlent de tes prestations, recevoir des SMS, pourquoi pas, recevoir des vidéos, recevoir des podcasts, recevoir du contenu qui vont les faire se chauffer, comme on dit, c'est-à-dire que tu vas augmenter ton taux d'exposition, ils vont être plus exposés à ton contenu, ce qui va faire augmenter le taux de confiance, ce qui va faire augmenter le taux d'envie de bosser avec toi pour amener à l'appel de vente. Donc c'est-à-dire que pendant que tu es en appel de vente, en train de proposer ta presta, pendant ce temps, toute ta machine fait le travail de réchauffage en automatique. À cette machine qui fait ce travail de réchauffage en automatique, tu peux connecter une autre machine qui va faire le travail de recherche en automatique. C'est-à-dire que ça va rechercher automatiquement les profils intéressés par ce que tu es susceptible de proposer, les mettre dans la machine de réchauffage automatique qui permettra, dans un second temps, d'amener ces gens-là avec toi en appel de vente, toi ou un de tes vendeurs. Et normalement, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Et cette machine, elle est alimentée par de la création de contenu. Enfin, ces machines peuvent être alimentées par de la création de contenu. Elles peuvent être alimentées par de l'argent, si tu décides de faire de la publicité, par exemple. Et ce qui rend les choses intéressantes, c'est que là, on peut faire des calculs. Là, on peut calculer les choses. Là, on peut se dire, tiens, quand je dépense 100 euros, 200 euros, dans la machine 1 ou dans la machine 2 ou dans les 3 machines, à la fin, j'arrive à convertir, donc j'arrive à vendre pour 3000, 4000 euros. Donc, sur une dépense de 100, je pose 100, et le retour, c'est 3000. Donc, apparemment, je fais 2900 euros de résultat, ce qui est cool. C'est pas mal. Bien sûr, je mets de côté les autres frais ou autres. Je te fais un calcul barbare pour que tu comprennes. Normalement, c'est censé se passer comme ça. Tu vas avoir une machine commerciale, une machine de prospection, une machine de réchauffage qui te permet d'avoir tout en auto. Et si quand tu poses 100, ça fait 3000, peut-être, je dis bien peut-être parce que c'est pas systématique, peut-être que si tu poses le double, ça peut également faire le double. En réalité, ça fait jamais vraiment le double, c'est jamais aussi drastique, aussi mathématique, mais on peut s'en approcher. Et puis, il y a une variable qui est à prendre en compte, c'est l'optimisation de ce que tu fais. C'est-à-dire que tu poses 100 euros pour une machine de contenu qui est dans un état qu'on va appeler A. Si cet état, tu l'amènes à l'état B, peut-être qu'avec tes 100 euros, ton retour sur investissement, c'est peut-être fois plus que, enfin, c'est plus que 3000. Ça peut être 4000, ça peut être 4005. Donc, tu vois, ça qui est génial, c'est que à la fois tu peux moduler ton budget,
Et à la fois, tu peux moduler l'état. 100 euros, état A, 3000. 100 euros, état B, 4005. Ok, 200 euros, état B, 5500. Le double, le triple, on ne sait pas trop, il faut tester. Et c'est là qu'on arrive dans le grand domaine de ce qu'on appelle l'A/B testing. Alors, pas comme un AB, hein, rien à voir avec l'église. A, la lettre, tu mets un slash, B, la lettre, et testing. Qu'est-ce que c'est le A/B testing? C'est tester, par exemple dans le cas d'une publicité en ligne, admettons que tu fasses de la publicité sur Google, ok, et que tu vendes toujours des casquettes. On part sur ça. Tu le sais maintenant, vendre quelque chose équivaut, bien souvent, à répondre à une problématique. Donc, on sait qu'il y a une audience qui a comme problématique le fait d'avoir froid à la tête, et une autre audience qui a comme problématique de vouloir se cacher du soleil. Voilà, sensible aux insolations. Sur la première page de vente, donc on fait une page, ok, la page A. Sur cette page, on va dire, voilà, si vous avez froid à la tête, enfin, n'ayez plus jamais froid à la tête, nous avons la solution. On est sur la page, sur la problématique A, et on a fait une page A. Je vais même faire un double A/B testing là pour l'exemple. Mets de côté, rapidement, mentalement, le côté, la partie B qui s'isole du soleil, on va faire que avec le A, ça sera plus simple. Donc, on a une problématique 1, et on va faire une page A et une page B, ça sera plus clair. Problématique 1, c'est j'ai froid à la tête. Ok? Sur la page A, qui s'adresse à la problématique 1, donc j'ai froid à la tête, on va écrire n'ayez plus jamais froid à la tête, nous avons une solution, ce sont les casquettes oranges. Ok? Sur la page B, qui répond également à la problématique 1, nous allons mettre par exemple vous avez des cheveux courts? Grâce à notre produit, vous allez pouvoir les protéger. C'est deux manières d'adresser la problématique, mais avec deux angles différents. Tu vois, d'un côté, on va direct, on va droit à l'essentiel, et de l'autre côté, on parle de cheveux courts, on fait un détour. Techniquement, je ne peux pas te dire, tu ne peux pas me dire quel angle va le mieux marcher. Ça s'appelle des angles marketing, parce qu'on adresse une problématique d'un certain angle, puis d'un autre angle. C'est là que vient l'A/B testing. Donc A, B, et on fait du test. C'est-à-dire que on fait de la publicité, et une fois sur deux, 50% du trafic, on fait de la publicité, on met 100 euros, admettons que ça fasse venir par jour sur notre trafic une centaine de personnes, on dit directement à la régie publicitaire que l'on utilise pour faire de la publicité, 50% du trafic, il faudra lui montrer la page A, 50% du trafic, il faudra lui montrer la page B. On laisse tourner ces publicités, et ensuite on regarde ce qui se passe. Et on voit quelle page convertit le mieux, quelle page nous génère le plus de rendez-vous. Et ça s'appelle du A/B testing. Ce qui est génial avec ça, c'est que ça utilise à fond donc l'intelligence artificielle de Google, ça utilise la data de Google. Pourquoi l'intelligence artificielle de Google? Parce qu'on peut faire des publicités en l'utilisant. Et pourquoi la data? Parce que c'est le business model de ces boîtes-là depuis beaucoup d'années maintenant. C'est de récupérer un max de data sur nous pour comprendre comment on fonctionne et montrer les bonnes publicités aux bonnes personnes. C'est le concept d'une régie publicitaire avancée, tel Google, tel Snapchat Ads, tel Facebook Ads, enfin Meta Ads, Insta Ads, etc. Enfin, tout est regroupé dans Meta Ads. Une fois qu'on a fait ce petit A/B testing, on est capable de savoir ce qui fonctionne le mieux. Quel est le meilleur angle? Puisque par exemple, sur le A, on a vu que malgré qu'il y ait 50% du trafic seulement, on a 20 conversions. Alors que sur le B, qui a également 50% du trafic, on en a 2. On sait donc que l'angle qui fonctionne le mieux sera l'angle où on parle de froid. Point. Et on peut prendre des décisions en ce sens. Et tu vois, avec ça, tu peux faire évoluer ta stratégie petit à petit et efficacement en ayant vraiment de la data pure et dure. Reprenons l'exemple de la personne qui ne fonctionne qu'au réseau. Elle vit sa petite vie, elle arrive à signer une personne, elle se dit « Ah, mais si je travaille bien avec cette personne, ce qui est génial, c'est qu'elle va m'amener une autre personne. Si je travaille bien avec cette autre personne, elle va peut-être m'amener une autre personne. » Et on part comme ça sur un espèce de marketing, on part sur une stratégie d'acquisition relationnelle, on va l'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'on compte? Comment on calcule le retour sur investissement? Bon, quand je travaille avec A, bien, il m'amène B,
Est-ce que cette solution est reproductible? Est-ce que je peux la multiplier par 2? Est-ce que je peux retravailler avec A, faire la même prestation, tout pareil, pour voir... Est-ce que je peux faire la même prestation avec A, mais un peu d'une autre manière? Pour voir s'il m'amène B et C? Bah non, une fois que A il est délivré, il passe à autre chose. Il parlera peut-être de toi ou pas. D'accord? Quand il m'a amené C ou B, est-ce que je peux redélivrer B pour qu'il m'amène D et E? Bah non. Pareil, il est délivré une fois, peut-être qu'il parle de toi, peut-être qu'il parle pas de toi. Tu fais reposer toute ta stratégie sur de la satisfaction. Alors, faire reposer une partie de sa stratégie sur de la satisfaction client, c'est très important. Faire reposer 100% de sa stratégie sur de la satisfaction client, c'est une erreur. Tu vois, tu peux rien calculer. Combien j'ai dépensé pour rencontrer A? Eh ben A, je l'ai rencontré il y a 3 ans dans la rue. Ok. Comment je fais d'autres rencontres comme A? Je marche dans la rue au pif du coup? Comment B, je l'ai rencontré par A. Il nous a mis en relation, il a donné mon numéro. D'accord. Comment tu reproduis ça? Tu peux pas. Donc c'est pas une méthode. Qu'est-ce que tu dis si jamais demain tu fais une réunion marketing, pourquoi pas, avec tes équipes, tu vois, tes équipes commerciales, tes équipes marketing si tu veux. Qu'est-ce que t'expliques? Les gars, bon, ce gars-là on l'a eu, je l'ai rencontré dans la rue, et voilà. La rue. Donc tous dans la rue, on rencontre des gens. Mais non, ça marche pas. Ça marche pas. C'est une stratégie que tu peux pas dupliquer, donc en soi, ce n'est pas une méthode. Je reprends l'exemple de ces fameuses boîtes qui vont tourner pendant 6 mois, un an et demi comme ça. Il se passe qu'au bout d'un moment, bah, il y a des gens plus fins qu'eux sur le même marché qui, eux, sont au courant de ces méthodes-là. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es dans un village, que tu vends des pommes et que tu t'intéresses pas au fait d'améliorer ta stratégie? Bah, quand il y a un gars comme moi qui arrive dans ton village et qui commence à faire des listes mail, qui relance les gens par mail automatiquement, qui font de la publicité, qui analyse le marché, qui essaie de comprendre le besoin, qui fait du A/B test, et ben toi, dans ta petite pommerie, petit à petit, tu vois que les gens ils viennent plus trop. Bah, tu dis, bah, attends, on se connaît depuis longtemps. Ça, c'est un argument que j'entends souvent. C'est oui, non, mais moi, ça fait longtemps que je suis là, c'est pour ça que ça marche, et puis les gens, il y a une relation de confiance, on se connaît depuis longtemps, etc. Je suis absolument d'accord avec cette histoire de relation de confiance. Néanmoins, une relation de confiance ne fait pas tout. Est-ce que tu penses vraiment que si demain, j'apporte un service plus complet que le tien, plus puissant, plus précis, plus de data, plus efficace que le tien, la personne va me dire, non, non, moi je connais l'autre, on a une relation de confiance, donc je vais rester avec lui. T'es sûr? Imagine, un service 3 fois meilleur que le tien, plus optimisé, donc je peux me permettre de le vendre moins cher. Parce que toi, tu fais tout à la main, justement, pour que tu aies une maxi qualité dans ce que tu fais. Parce que tu automatises rien, tu mets pas de process en place, tu as de l'expérience, mais c'est très relatif l'expérience. Tu peux faire mal quelque chose pendant 10 ans, tu vois. Donc ton expérience, c'est une expérience métier. Mais en soi, c'est pas forcément une expérience process. Tu as plus de vécu que moi sur le truc. Et en soi, moi, si j'analyse et que toutes les semaines, j'optimise ma manière de faire, en 2 mois, je suis devant toi en termes de qualité de, de, de délivrabilité. En exécution, je vais être devant toi très très rapidement. Tu vois, si pendant des années tu serres des boulons comme ça, à la main, il y a un boulon qui arrive, tu serres, un boulon qui arrive, tu serres, un boulon qui arrive, tu serres. T'as 10 ans d'expérience de serrage de boulons. Moi, si au bout de 2 semaines, je dis, bah tiens, là, on peut mettre un robot là. Attends. Et pendant les 2-3 semaines qui suivent, on optimise le robot pour qu'il le fasse tout seul. Moi, dans 2 mois, j'ai 3 personnes comme toi qui font mieux que toi. Pas besoin de pause, plus régulier, plus efficace dans le serrage, plus précis. Je peux compter le nombre de boulons qui passent. Je peux savoir combien j'en fais à la minute, à l'heure, à la journée, à la semaine, au mois. Je peux faire plusieurs lignes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes de production. Toi, t'es toujours là en train de serrer tes boulons à la main. Donc tu vas essayer de plus travailler pour compenser, tu vas dire putain, il faut que je serre mieux les boulons. Et tu vas te concentrer sur ça et dire ouais les gars, moi je serre trop bien les boulons, on le fait à la main, etc. Mais en soi, ton client, ça l'intéresse pas de savoir comment tu fais. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le résultat. Qu'est-ce que tu amènes dans cette industrie-là? Qu'est-ce que tu vas lui amener qui va lui permettre d'atteindre son résultat? Que tu serres les boulons à la main, avec des gens qui font 1m50, avec des gens qui font 2m40, avec des robots, il s'en fout lui. Lui, il te paye pour obtenir un résultat. Le reste, pas intéressant. Prenons l'exemple de la livraison de courses à domicile. Tu fais tes courses à domicile,
tu te fais livrer en un certain temps avec un certain taux de casse de matériel dans tes courses. Ok, voilà, toujours un petit peu de trucs qui sont cassés, admettons. Si demain il y a une entreprise qui arrive et qui te dit, nous, vos courses, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous n'avez pas besoin d'attendre 2 jours. On les téléporte dans votre frigo. Sans modifier votre frigo. Juste comme ça. On arrive, on a une technologie compatible avec les frigos connus, Samsung, LG, ce que tu veux. Et on peut téléporter la nourriture, tout ce que vous avez commandé dans le frigo, et ça coûte moins 30%. Sur les prix que vous connaissez dans vos magasins classiques, Carrefour, Auchan, Leclerc. Tu prends pas? Tu prends pas la tech? Tu vas dire non, mais j'ai une relation de confiance avec Carrefour, quand même. Depuis longtemps, il faut pas... quand même. Une relation de confiance, en plus ils font travailler des livreurs, etc. T'en as rien à faire. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le bénéfice. C'est avoir le plus court instant entre le moment où tu appuies sur le bouton commander et le moment où tu peux préparer ou manger. C'est tout. Et imagine les possibilités. T'as envie de faire demain un risotto, quelque chose, ou même là un risotto, ou même plusieurs plats différents. T'as besoin du risotto, t'as besoin des sauces, t'as besoin des machins, t'as besoin des éléments, des légumes. Tu commandes, tac, t'appuies, ça se téléporte dans ton frigo. On peut t'assurer que tu vas rafler le marché. Et là, il n'y a pas de relation de confiance. Il n'y a pas de oui, mais c'est un petit primeur, il est vachement cool, il livre à la main avec son petit panier. Et c'est bien. Mais face à l'avantage temporel énorme, ça vaut le coup. Même si les trucs, allez, ils vont être moins qualitatifs de 10%. Ça vaut le coup. Parce que le bénéfice. Parce que dans la vraie vie, ce qui t'intéresse, c'est le bénéfice. Quand tu as le temps d'y penser, c'est des petits trucs comme ça, la relation de confiance, blablabla. Mais le monde évolue. Et on vit pas on vit de moins en moins dans un monde de village. C'est de moins en moins comme ça. Alors c'est triste peut-être, il y en a qui vont trouver ça triste, mais il y a 2 positions quand il y a des choses tristes qui arrivent. Soit on fait un groupe Facebook et on dit oh c'est triste et tout, non. Soit on prend des décisions, on évite de se faire rouler dessus. L'industrie, elle est ce qu'elle est. Il y a une certaine vitesse de livraison, de choses, d'exécution. Il faut absolument suivre. Le primeur qui veut rester bloqué dans les années 90 à dire non, moi je suis dans la relation de confiance, je rends la monnaie à la main, etc. C'est cool. Mais demain, il y a Grand Frais qui arrive. Et Grand Frais, eux, ils vont faire ce que tu fais, mais en masse. Ils vont s'installer dans les parkings Vinci, dans Paris et alentours. Ils vont louer des bouts de parking, tu vois, souterrains. Donc toi, t'es dans, dans ta petite ferme, petit primeur, etc. Tu es sur la relation de confiance. Eux, Vinci, directement. Des Vinci, il y en a tous les kilomètres à Paris. Ils vont voir les Vinci. Ils disent, les gars, moi, pas nous, on veut 200 mètres carrés de chaque Vinci. Mettez des cloisons, comme ça. Donc tu prends 200 mètres carrés dans ton Vinci de 500 mètres carrés, admettons, j'ai n'importe quoi, c'est juste pour que tu visualises. On met des cloisons, cloison, porte, petite sortie pour laisser passer des véhicules. Dedans, je veux des produits Grand Frais, donc des produits super frais. On prend les produits de chez Grand Frais, on les met dans les Vinci à Paris. Pourquoi? Parce qu'on solutionne la problématique du aller chercher des produits chez Grand Frais, c'est génial, c'est frais, c'est top, mais c'est pas dans Paris. Donc faut avoir une voiture, faut la prendre, faut se déplacer, faut mettre les produits dans son panier, dans son caddie, paiement, caddie, voiture, remettre le caddie, voiture, revenir. Chiant. Nous, on veut les produits à notre porte. Toujours plus. Et c'est ça la vie, c'est toujours plus. Et si tu regardes un peu l'évolution des business, même si ça te paraît taré, c'est toujours plus. On a la flemme de faire à manger, ok, on invente les restaurants. On a la flemme de venir le chercher, ok, on fait de la livraison. On a la flemme de vous appeler pour livrer, ok, on fait Uber Eats. Toujours plus. C'est l'humain qui est comme ça, c'est tout. Encore une fois, 2 choix. Soit groupe Facebook et tu dis ouais, c'est abusé Uber et tout, les petits commerces. Soit tu trouves des solutions. Je reviens sur mon exemple de primeur. Donc, les mecs de Grand Frais, ils louent 200 mètres carrés dans tous les Vinci qui existent. Donc, ils ont des stocks de bouffe, donc des dark stocks, quoi. C'est des stocks, il n'y a pas d'enseigne, quoi. C'est discret. C'est dans les parkings. Ils te mettent des petits mecs à vélo, avec des vélos cargo, qui peuvent porter pas mal de courses. Et ils organisent des tournées. Ils ont une boîte qui est RSE, donc qui est en mode écolo, parce que les mecs ils livrent à vélo, donc ils ont un argumentaire qui intéresse les gens en ce moment. Ils te livrent en 1 jour, 2 jours, même dans la journée. Et en plus, pour pénétrer le marché plus rapidement, ils t'offrent moins 30, moins 40 euros sur tes courses. Imagine. Ils répondent à tes problématiques potentiellement financières en te disant on t'avance de 40 euros.
on te montre la qualité de tes courses parce que c'est des produits grands frais, donc c'est pas des choses que tu vas forcément trouver en grande surface classique. On t'enlève le fait de devoir aller chercher ça toi-même avec ta voiture. On te livre super rapidement, plus vite que ce qui existe. Et en plus, si t'es écolo, on est écolo. Est-ce que ça te dit d'avoir des trucs du pâturage chez toi ce soir, si tu commandes ce matin? Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Si tu réagis pas et que tu fais pas évoluer ton service de primeur, t'es mort. C'est tout. Que tu le veuilles ou non. Et eux, ils vont faire un maximum de publicité, et ça ne demande pas d'avoir des millions d'euros devant soi, hein, ne pense pas ça. Donc ils vont passer devant toi extrêmement facilement parce que tu n'opposes aucune résistance, t'es absent, t'as pas de stratégie. Et ils vont bénéficier de ta stratégie du bouche à oreille en grandeur nature. Ils vont même pas s'en occuper. Pour eux, c'est du bonus, c'est cadeau. Si on les recommande, c'est cadeau. Et tu vas les recommander parce que t'as kiffé. T'as adoré ce service, donc tu vas en parler. Tu vas dire, grand frais, truc de ouf, 40 kilos, enfin 40 € sur mes courses, t'as vu ça? Profites-en. Profites-en. Je vais même te dire un truc en plus sur la stratégie de grand frais, un truc qui m'a beaucoup fait rire. C'est qu'ils ont carrément, eux, ils sont amusés à faire des levées de fonds. Alors c'est mon marché, la vraie entreprise, c'est pas grand frais, mais peu importe, c'est les produits de chez grand frais. Ils sont amusés à lever de l'argent. Ils ont proposé donc des réductions de 40 € pour attirer les gens, pour changer leurs habitudes de consommation. Et une fois qu'ils ont changé les habitudes de consommation, c'est bon, ils ont fait le job. Mais c'est quand même un tour de force, parce qu'il faut dire aux gens, sans leur dire, arrêtez de commander chez Carrefour, commandez chez nous. Meilleure qualité, plus rapide, et en plus c'est moins cher. Tout est dit. C'est magnifique. Donc ils ont volontairement vendu à perte, ou en tout cas, pas fait beaucoup de marge, voire zéro, mais ouais, enfin, à mon avis, ils ont cash burn, comme on dit, donc dépenser de l'argent à perte, pour s'imposer en fait sur un marché. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs, et ça, c'est vraiment ouf en termes d'économie. C'est-à-dire que moi, imaginons que moi je suis un investisseur chez Mon Marché. La boîte, elle vient de démarrer. Ils ont encore que très peu de Vinci, très peu de machin, mais ils ont besoin de beaucoup d'argent pour payer tout ça. Parce que les espaces chez Vinci, il faut les payer en live. Tu peux pas dire non, mais dès qu'on gagne de l'argent, on vous paye. Il faut les payer en live. Donc il faut de l'argent. Moi, j'investis 1 million d'euros dans ce truc-là. Donc je te fais un exemple, 10% des parts de la boîte pour 1 million d'euros. Les mecs prennent mon million d'euros, comme ils vont prendre d'autres millions d'euros d'autres personnes, admettons qu'il y ait 9 autres investisseurs pour les 90% restants, ils dépensent la thune, bam, les Vinci, 200 000, 300 000, 400 000, moi mon million d'euros, il le dégomme en un mois, ok? Donc mon million d'euros a disparu, ce qui n'est pas très grave, puisque je le rappelle, j'ai investi 1 million d'euros en échange de 10% des parts d'une société. Donc que le million d'euros, tu le laisses là, que tu le gardes, ou que tu le prennes, tu le retires en espèces et tu le distribues en hélicoptère, ça change rien. Moi, mon million, il est posé, il est là, il est plus là, ça change rien. Ce qui m'intéresse, c'est les parts. Donc, j'ai toujours 10% des parts. La boîte, à ce moment-là, je peux pas calculer une valorisation à cette vitesse-là, mais admettons que cette boîte vaille 3 millions d'euros. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai 10% en déposant 1 million, j'ai 10% de 3 millions d'euros. C'est la valeur de la boîte. Quand elle fait 300 000 € de chiffre d'affaires par mois. Tu vois, ils sont au début. Ok? Ils font cette stratégie-là et ils décident d'utiliser une partie de mon million d'euros pour justement offrir des cartes cadeaux de 40 € en boucle. Donc ils mettent des petits mecs à la sortie du métro qui disent tenez 40 € sur vos courses mon marché, tenez 40 € mon marché, tenez 40 € mon marché. Ça distribue, tuk. Les gens commandent, les gens en parlent, ça grossit, ils font de la pub, donc ils dépensent comme des oufs. Ils font du cash burn comme on dit, c'est-à-dire qu'ils brûlent l'argent à mort, bam 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 bam, ça dépense, donc pas rentable. Mais ils font des livraisons et ils gagnent le cœur des Français petit à petit. Je reviens un an plus tard, je regarde un peu les chiffres, et je vois que la boîte, elle vaut plus 3 millions d'euros comme le moment où j'ai investi, elle en vaut 10. Donc je suis officiellement propriétaire de quelque chose, j'ai 10% de quelque chose qui vaut 10 millions, au lieu de quelque chose qui valait 3. Et c'est ça qui est ouf en économie, c'est que là, les mecs ont réussi à me faire gagner de l'argent alors qu'ils l'ont dépensé. Et ça, c'est ouf. Millions d'euros, ils dépensent. Ça, c'est la gueule de la courbe de mon million d'euros. Tu vois, elle fait ça, la courbe, jusqu'à arriver à zéro au bout de 6 mois. Mais en vrai, la valeur de mes parts, de mes 10%, est dans l'autre sens. Parce qu'ils font de plus en plus de CA, et la valorisation de la boîte, mon marché, augmente. Donc, je me retrouve avec 10% de 10 millions, ce qui est beaucoup plus intéressant que d'avoir 10% de 3 millions. Sauf que, moi, j'en ai posé qu'un. Donc ça ne change pas.
Donc ils ont pris un max d'investisseurs et ils ont réussi à faire ça. C'est un tour de force, franchement. Bel effort. J'aime. Ça solutionne une vraie problématique. Je suis pas ultra fan de l'écosystème startup, les méthodes, les mecs qui pitchent des histoires, enfin des idées qui développent jamais. Mais là, force est de constater que c'est un petit tour de force. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Ça fonctionne, tout le monde est content, le service est ouf. Et j'en suis également client et avec plaisir. Donc, je te donne un exemple de stratégie très très avancée. Bien évidemment, je ne t'invite pas à faire une levée de fonds, qu'importe, enfin, tout dépend de ta boîte. Après, c'est une stratégie. J'en parlerai peut-être dans un autre épisode, peu importe. Mais tu dois avoir des méthodes. Je vais te donner quelques exemples de méthodes simples, quelques solutions que tu peux mettre en place. Je pense qu'on va avoir potentiellement un mauvais timing avec l'ambulance ou les pompiers. Ça passe, c'est bon. Quelques exemples très simples que tu peux mettre. Admettons que tu as une boîte de prestations. Alors, tu vends des prestations, très simple, rien d'exceptionnel. Tu aides les gens à faire de la publicité sur Internet. On va prendre un cas typique. Tu es qualifié sur Google Ads et tu sais comment on fait de la publicité. En soi, je te donne la solution tout de suite, ça n'a rien d'exceptionnel. Hein. C'est disponible sur YouTube, tu peux apprendre sur YouTube, tu as des formations Google Ads qui sont gratuites, tu as des formations Google Ads qui sont payantes. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux apprendre ça très facilement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en face, il y a énormément d'entreprises qui ont besoin de ce service, donc ça tombe bien. C'est vraiment parfait. C'est dans l'air du temps, c'est utile, ça apporte un bénéfice, ça touche à l'argent, c'est parfait. Tu sais faire ça. Stratégie bouche à oreille, je reprends mon exemple, t'en parles dans ton entourage, t'arrives à signer 1, 2 personnes, c'est super, puis au bout d'un moment, ça s'arrête. Stratégie où tu fais de la publicité, tu peux calculer et dire voilà, quand on investit tant avec tel angle, boum, ça nous amène là. Quand on utilise cet angle, boum, ça nous amène là. J'ai eu un cas de figure il n'y a pas longtemps comme ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu appliques une stratégie, tu peux affiner en fait ton offre et ton produit. C'est-à-dire que tu peux partir sur une idée, tu vois, tu as une idée qui est X, tu mets en place, tu communiques, et au vu des retours que tu as, parce que tu prends du temps pour discuter avec tes prospects, on te dit qu'en fait, non, nous, c'est pas vraiment X qu'on aime. On aime bien X2. Et tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui te disent on aime bien X2. Exemple concret avec Google Ads, je fais de la publicité Google Ads de manière globale. Je dis voilà, j'ai une agence de Google Ads et je fais de la pub dans vos entreprises. Voilà. Donc parfois j'ai des gens au téléphone, je leur demande, la première personne c'est une agence IMO, la deuxième personne c'est quelqu'un qui vend des écrans d'ordinateur, la troisième personne c'est une personne qui vend des animaux, bon pourquoi pas, elle vend des chiots. Et au fil des appels, je me rends compte que j'ai de plus en plus de personnes qui sont des agences IMO. Donc ça veut dire que les agences immobilières apparemment sont réceptives à la page que j'ai créée pour parler de ce que je fais. Ça leur parle. J'en ai de plus en plus. Quand je fais des statistiques, je me rends compte que j'ai énormément d'agences IMO. Là, il y a une majorité. Je me dis, ah, c'est intéressant. Le produit X que je propose, peut-être qu'en vrai, c'est X1, X2 ou X3. On va tester. C'est là qu'intervient l'A/B testing. Je fais une page A qui reste la même. Je fais une page B, plus accès agence IMO. Je mets des mots-clés d'agent IMO. Mandat, location, trouver, des vendeurs, maison. Et j'essaye et je regarde un petit peu ce que ça donne. Et là, je me rends compte que sur mon B, avec le même trafic, le même budget, ou pas si tu veux le monter un petit peu, je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui répondent en agencement. C'est génial. Donc je pars sur mon B, tu vois, et j'affine un petit peu mon produit et mon discours. Et au téléphone, je dis plus, oui, nous on est une agence, on fait de la publicité. Je dis, on est une agence spécialisée dans l'immobilier. Et là, tu tiens quelque chose. Et ça, tu le fais évoluer avec de la data. Retournons en arrière, je sais que ça commence à être compliqué, avec une personne qui fait de la publicité Google Ads et qui n'a pas de stratégie, qui ne fait aucune publicité, qui n'a pas de data, qui n'a aucune info. Elle fait sa publicité, enfin, elle fait la promotion autour d'elle sur du Google Ads de manière globale. Un coup, c'est son oncle qui a une boîte de rénovation qui lui parle. Un coup, c'est son frère qui a une boîte de sécurité qui lui parle. Un coup, c'est un pote de pote qui arrive, qui dit, bon, bah, moi, j'ai une animalerie. C'est un bordel sans nom. C'est-à-dire que quand tu demandes un peu qu'est-ce que son persona, à qui vends-tu, à qui as-tu l'habitude de vendre, il dit, bah, moi, je sais pas trop. Et c'est une réponse ouf de dire ça. Je ne sais pas à qui je vends. Tu sais pas quelle typologie de boîte, t'as pas d'infos. Parce que tu vends au tout venant. Donc tu vends à personne, tu ne peux rien prévoir. Le jour où tu dois partir en vacances, tu te dis, ah, j'ai peur de dépenser de l'argent. Imagine, je trouve pas de client le mois prochain. Imagine, tu peux rien compter. Alors que de l'autre côté, comme tu sais qui tu vises, mais la créativité est énorme.
Tu veux mettre demain une stratégie mail? Tu veux bosser avec une agence qui fait de la stratégie mail, d'acquisition mail, te trouver des clients par mail? Tu peux lui répondre. Quand elle te dit, vous bossez avec qui vous? Nous, on bosse avec les agences IMO. Regardez, on en a signé 5, 10 cette année. Parfait. Est-ce que vous pouvez me préciser votre persona? Quel âge ont ces personnes? Bah, ces personnes ont plutôt tel âge, tels âges. Ok. Par quoi passent ces personnes? Eh bien, écoutez, elles ont du mal à trouver des mandats pour vendre leurs appartements. Nickel. Plus de la vente, plus de la location? Plus de la vente. Super. C'est du Century 21, c'est un peu de tout, c'est quoi comme agence IMO? Eh bien, écoutez, je regarde les stats, eh ben, c'est plus du Century 21. À la bonne heure. On fait une stratégie mail, on focus que les directeurs d'agence de Century 21 et c'est parfait. On peut aller encore plus loin et se dire on va aussi viser les commerciaux, les agents IMO des Century 21, parce qu'ils sont réceptifs. Et quand on va mettre des études de cas pour dire regardez, on sait faire, on dira regardez, on a eu 6-7 Century 21. Tu vois, donc là, dans cette dimension-là, avec cette méthode-là, on est hyper précis. On dit, tiens, quand on envoie 1000 mails, on a 200 réponses. Sur 200 réponses, on a 100 rendez-vous. Sur 100 rendez-vous, on arrive à signer 50 personnes. Donc on sait qu'en envoyant 1000 mails, on signe 50 personnes. Simple et efficace. Essayons d'en envoyer 2000. On regarde ce qui se passe. Si on fait 100, si on fait 75, si on fait 150. On va voir. Là, tu peux compter. Là, tu peux budgétiser. Là, tu es précis. Je reviens à gauche, là où il n'y a pas de stratégie. Voilà. Travailler avec le tout venant, on sait pas. Parfois il signe pas. Agent IMO, animalerie, l'autre il fait de la rénovation. Ta créativité est explosée autant que la stratégie. Tu vois, il y a tellement pas de méthode que tu peux pas te permettre d'être créatif, de réfléchir, de faire des liens dans ta vie en disant tiens c'est marrant, j'ai vu ces mecs communiquer comme ça, on peut peut-être l'améliorer. Hop, je te donne un vrai cas de figure. Je suis passé devant un local commercial il y a pas longtemps et j'ai trouvé ça intelligent. J'ai vu que les gars sur le local commercial, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient collé donc des stickers partout sur les vitres. C'était, imagine une grande baie vitrée. Imagine que tu fasses une infographie, donc un dessin qui a les couleurs de ton entreprise, comme ton site si tu préfères, et dessus, bam, tu placardes ça sur la grande baie vitrée. Donc ça couvre tout, on voit plus à l'intérieur du bâtiment. C'est comme s'il y avait ton site en physique sur un bâtiment, ok? Et tu mets un QR code, et sur ce QR code, les gens peuvent le scanner et te parler en WhatsApp direct, s'ils sont intéressés par le bien. J'ai trouvé ça super intelligent. Et quand tu sais ce que tu vends, tu peux t'inspirer des stratégies des autres. Alors que, ça marche avec le gars qui est dans la seconde dimension et qui est très organisé, qui a une méthode et tout. Alors que le premier, il passe devant ça, mais il réagit même pas. Il voit pas. Il n'est pas dans la bonne matrice. Il n'a pas l'info. Il se dit pas, ah, c'est bien, ça va être puissant et tout. Il en a aucune idée, puisqu'il n'a pas de méthode. Il sait pas, il vit. Je dis, ah, cool. Bon, même pas, il regarde pas. Il dit, ah, il y a un truc à vendre? Ah ouais, cool. Il regarde pas. Celui qui est concentré, sa créativité lui permet de passer des steps tout le temps. Et imagine ça pendant 6 mois. Imagine ça, cette évolution pendant 1 an. T'imagines où t'en es? Parce qu'au bout d'un moment, tu sais comment faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Tu sais comment faire 20, 30, 40, 50, 100. Donc tu peux passer au niveau supérieur, tu peux recruter en fonction, tu connais les compétences, tout est lié, tu vois, tout est parfaitement maillé, connecté dans cette dimension-là. Alors que dans la dimension du premier gars, tout est au hasard. On ne sait pas trop. Facture, les gens ils viennent. Pourquoi ils viennent? Je sais pas. Tu vises qui? Je sais pas. Tu sais quoi la mission en fait? Ben moi je vends du Google Ads. Oui mais à qui? Quel objectif? Pourquoi? Ben pour qu'ils trouvent des clients. Oui mais quelle boîte? Ben toutes. Bah donc personne alors. Si tu vends à tout le monde, tu vends à personne. Et c'est pour ça que tu galères. Et c'est pour ça que ces entreprises qui fonctionnent et qui vont générer 1 million, 1,5 million pendant 1 an, 2 ans, ou même plus, ça arrive. C'est un truc de ouf, mais c'est déjà arrivé, j'ai déjà vu. Quand au bout de plusieurs années où t'as jamais eu de méthode, ça s'arrête, parce qu'il y a un gars comme moi qui est rentré dans ton industrie, ou même moins fort, on s'en fout, et ben ça donne ça. Plus de clients. Et quand ton réseau est épuisé, pareil, plus de clients. Et le jour où il faut dépenser de l'argent pour travailler avec quelqu'un qui va t'amener des clients, t'es totalement frileux, parce que tu l'as jamais fait, parce que tu sais pas comment ça fonctionne. Et quand il te demande des infos sur les gens que tu vises, tu ne peux pas lui répondre. Donc t'es bloqué.
Et là, ça devient chaud parce que ça te demande de faire un travail que tu n'as jamais fait, qui est particulier, qui est de comprendre ta cible rétroactivement. Je dis pas que c'est impossible. Nous, c'est un truc qu'on fait souvent chez Scalable. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une perte de temps qui est énorme. C'est énormissime. Tant d'années, sans méthode. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est tellement dangereux. Ces gens vivent dangereusement. Et c'est pour ça que les dirigeants avec lesquels je bosse, ils n'ont pas de temps. Parce qu'ils compensent la stratégie par le temps perso. Quand t'as pas de méthode, tu fais tout à la main. Tu traînes dans la rue pour rencontrer une nouvelle personne. Apparemment, c'est comme ça que tu trouves. Tu fais des networking tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Mais t'as pas de méthode. Donc quand tu vends, t'es un peu... on vend des pubs. Ok, mais tu peux m'aider? Ouais, je peux t'aider. On est que à la confiance, on est que au bagou. C'est juste toi, tu es le pouvoir de séduction de l'entreprise. Quand t'es en vacances, si tu oses en prendre, qui s'occupe de ça? Personne. Si tu recrutes pour faire la même chose que toi, tu vas faire du micromanagement sur cette personne, ça va être un enfer, elle restera pas très longtemps. Parce que justement parce que t'as peur, parce que t'as pas de méthode, parce que c'est de ta faute, c'est toi qui ne mets pas en place, tu vas la buter cette personne. Tu vas être sur ses côtes, tu vas vouloir créer un double de toi, ce qui n'est pas possible. Je prends mon exemple. Si je faisais tout à la main, où je trouve, le gars qui fait des podcasts sur le business comme moi, où je trouve le gars qui a monté le même nombre de business que moi et qui pense pareil. Ça n'existe pas. Et c'est pas être pompeux que de dire ça. C'est que chacun est unique. Mais quand t'as pas de méthode dans la tête, t'as pas non plus de méthode de recrutement bien souvent. Donc tu vas essayer de trouver le même gars que toi. Mais il n'existe pas. Et plus t'as d'expertise dans ce que tu fais, moins il existe. Tu micromanages et tu pulvérises la personne qui est censée te remplacer. T'as pas confiance, ça te génère encore plus d'inconfort que prévu. Et bravo. Donc tu viens de te créer une cage dorée, parce que c'est une cage qui peut être rémunératrice pendant un certain temps, qui t'apporte en même temps une insécurité très chelou, et en même temps qu'elle t'apporte une sécurité, c'est un peu bizarre. Tu compenses avec énormément de temps ton manque de stratégie, donc t'as pas de temps perso, donc t'as de l'argent et pas de temps, ça n'a pas de sens. Argent, pas de temps, pas de prédictibilité. C'est vraiment un combo qui est horrible. C'est waouh, terrifiant, terrifiant. Derrière, t'es full stressé tout le temps, ça te ronge, t'y penses, tu fais des journées super longues, il faut partir en vacances, c'est long, donc tu déglingues aussi tes relations perso, puisque quand la personne avec laquelle t'es te dit viens, on part en vacances, on bouge, tu dis non. Qui va faire tourner le business à ma place? Lui, j'ai pas confiance. Tu te crées des nœuds, et dans ta tête, et dans ton perso, et dans tes relations. C'est un enfer. T'es tout le temps en difficulté, enfin, t'es tout le temps stressé, si on te parle, t'es irritable à mort, et tu peux détruire des choses qui, à la base, n'ont rien à voir avec ta boîte. Tu peux détruire ton perso. Moi, j'ai déjà vu des couples, j'ai commencé à bosser avec des mecs, voilà, j'ai détruit ma relation de couple parce que je fais que taffer. Mais comment tu fais que taffer? Comment les gens y rentrent? Ah bah c'est moi, j'appelle, je me connecte, il y a que moi qui peux faire ça. Ah bon? T'es unique? Je sais pas. Est-ce que ce serait pas un gros manque de méthode, un problème d'ego? Enfin, ça amène à plein d'autres problématiques, mais c'est pour que tu visualises un peu à quel point, j'ai eu le temps de bien te le détailler, pourquoi le bouche à oreille n'est pas une stratégie. C'est un petit bonus marrant, mais c'est ni une stratégie, ni une méthode. Je termine ce podcast en te rappelant que la communauté de salariés provisoires est ouverte. Petite communauté qui s'appelle Le Bureau, enfin petite communauté, que dis-je, qui grandit très fort et ça fait plaisir. Merci pour ça, je te laisse bien sûr le lien dans la description. Ça te permet tout simplement, comme son nom l'indique, d'accéder au bureau, à mon bureau. Tu vas voir comment je bosse, je te donne des méthodes, je te donne des petits tips un petit peu techniques que je ne peux pas expliquer en podcast parce que les gens sinon se jetteraient par la fenêtre, parce que ça intéresse pas forcément tout le monde. Donc n'hésite pas à passer faire un tour. Pareil, si tu as une question, tu veux me parler, tu as la possibilité de le faire sur le bureau. Je te laisse également un lien dans la description qui permet de poser tes questions. Ça peut toujours servir, et je peux peut-être en créer des podcasts. Sur le bureau, je te laisse également l'accès à une formation gratuite qui t'explique comment créer un complément de revenu. En termes de méthode, c'est toujours intéressant de voir comment ça fonctionne. Je te remercie encore de ton écoute et je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée.